Bonjour à tous, bienvenue pour ce live La Primaire. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à regarder soit en direct, soit plus tard. Voilà, donc en fait, chaque candidat présente son programme. Voilà, donc vous aurez différentes vidéos des différents candidats dans les jours qui viennent. Et voilà, donc là, je suis le premier, on va dire, à présenter mon programme. Voilà. Donc tout d'abord, je vais vous expliquer la philosophie générale de mon programme. Donc en fait, le mot-clé le mot-clé de ma candidature, moi, c'est la liberté. Voilà, donc c'est vraiment la liberté qui est au centre de tout ce que je propose. Parce que je pense qu'en France, aujourd'hui, il y a vraiment un gros problème au niveau de la liberté à tous les niveaux. Tout est de plus en plus réglementé, dirigé. En gros, les politiques aujourd'hui, leur mantra, on va dire, c'est obligation, interdiction, taxe. Voilà. Toutes les lois qui passent, c'est à chaque fois des obligations, des interdictions, des taxes. Donc la liberté est sans cesse réprimée, et donc il y a vraiment besoin de libérer les énergies, et en fait c'est tout l'objet de mon programme. Voilà. Donc comment en fait faire en sorte de remettre la liberté au centre des valeurs de la France? En fait, la devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Donc, liberté est le premier mot de la devise. Et de jour en jour, en fait, on oublie de plus en plus l'importance de ce mot, du mot liberté. Donc, pour remettre la liberté au centre des valeurs de la France, d'abord, il y a quelque chose de central. Et je dirais presque que s'il y avait une seule réforme à faire, c'est bien celle-ci, c'est la réforme des institutions. Et notamment du mode de scrutin, de la manière dont on vote. Aujourd'hui, on voit que en fait, la démocratie en France est complètement morte, entre autres à cause du scrutin majoritaire, qui en fait pervertit complètement le système politique. Et donc, on a vraiment besoin de changer ce système qui en fait oblige les politiques à faire du marketing politique, à réfléchir comment. Ils réfléchissent en permanence à la manière de rassembler au moins 50% des électeurs. Et donc, bah, forcément, ils sont obligés de lisser leurs idées, de ne pas forcément dire quelles sont leurs vraies idées, mais d'étudier ce que pensent les gens et de proposer en fait ce que pensent les gens. Et donc, voilà, donc on a besoin vraiment de changer ça pour arrêter en fait d'avoir un système qui sélectionne essentiellement les plus ambitieux et les plus arrivistes, et pas ceux qui ont des bonnes idées et qui pourraient essayer de convaincre les autres dans les différentes assemblées, aussi bien locales que nationales, par des systèmes de coalition, essayer de convaincre du bien fondé de leurs idées. Donc en fait, bah, les institutions, il n'y a pas besoin d'inventer un système nouveau qui n'aurait jamais existé. Comme dans tous les domaines, en fait, il faut copier ce qui marche. Et donc ce qui marche, en l'occurrence, et ce qui marche vraiment très bien en termes de démocratie, c'est le modèle suisse. Et donc c'est bien pour ça que moi je propose dans mon programme de copier en gros les institutions suisses du point de vue du système des élections, pour que on ait enfin un vrai système démocratique. Aujourd'hui, on est à la France, c'est pas du tout une démocratie. Hein. On nous dit qu'on vit en démocratie, mais on ne vit pas en démocratie. On vit dans un système qui est une espèce d'oligarchie républicaine. C'est toujours les mêmes qui sont au pouvoir. Donc en fait, la définition de l'oligarchie, c'est quoi? C'est le pouvoir concentré entre un nombre très réduit de mains, en fait. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit que finalement, à 5 ans d'écart, on a le mari et la femme qui se présentent à l'élection présidentielle. Donc on a d'abord Ségolène Royal en 2007 qui se présente, et ensuite son mari, 5 ans plus tard, son mari François Hollande qui se présente. Voilà, donc ça c'est la définition même de l'oligarchie, la probabilité sur 66 millions de personnes qu'il y ait le mari et la femme qui se présentent à 5 ans dans cet intervalle, on voit bien qu'il y a un gros problème. Donc aux États-Unis c'est la même chose, du moins au niveau fédéral. Au niveau fédéral, on s'aperçoit que c'est un système oligarchique, puisqu'en fait on a eu Bush père, Bush fils, on a eu Clinton mari, et puis maintenant on va voir peut-être Clinton son épouse. On a eu Kennedy, JFK, et on a failli avoir Bob Kennedy, bon, qui a été assassiné. Voilà, mais bon. Donc en fait, on s'aperçoit que tout ça, ça fonctionne en vase clos. Voilà. Donc on a vraiment besoin de libérer tout ça, de permettre aux gens, à la totalité des citoyens, de s'impliquer dans le système politique et d'avoir un vrai effet sur ce qui se passe autour d'eux. Quoi. Donc,
Voilà, et donc, le système qui marche très bien de ce point de vue, c'est le modèle suisse. Et donc, il faut tout simplement importer ce modèle en France. Donc, il faut du temps pour apprendre ce modèle. Il faudra se faire aider par des gens qui connaissent bien le système suisse. Mais c'est largement possible. On est complètement capable de le faire. La culture française et la culture suisse, on n'est pas à des années-lumière. On ne parle pas de la France et du Japon. Voilà. Donc, on est quand même culturellement proches. Et donc, c'est complètement possible de copier ces institutions suisses. Donc, les institutions suisses, c'est quoi? C'est un référendum tous les 3 mois. Voilà, donc tous les 3 mois, les Suisses votent. Euh, ils votent excusez-moi, je regarde les messages en même temps. Donc, ils votent tous les 3 mois et sur un grand nombre de mesures. Voilà. Et ces mesures, en fait, elles viennent d'où? Elles viennent pour une grande part des citoyens qui, en fait, par un système de pétition qui est particulièrement bien fait, peuvent proposer des lois. Ils peuvent soit proposer des lois, soit faire annuler des lois qui ont été votées qui ne leur plaisent pas. Voilà, si une loi est votée, s'il y a un suffisamment grand nombre de gens qui sont contre cette loi, et bien en fait, ils montent une liste de signatures, et du coup, il y a un référendum qui a lieu pour faire annuler la loi. Voilà, donc en fait, aussi bien en initiative pour proposer des lois qu'en annulation de lois qui ont été votées sans initiative des citoyens, et bien en fait, le système suisse, il fonctionne parfaitement. Voilà. Donc ce système-là, avec des référendums tous les 3 mois, d'initiatives populaires, il faut... Voilà, donc ça remarche là. J'ai l'impression que ça marchait plus. Hein, donc bon, ça remarche. Tant mieux. Désolé pour les problèmes de connexion. Voilà, donc voilà, donc il faut copier le système suisse. Et le système suisse, c'est pas seulement ça. C'est pas seulement un système de vote qui est particulièrement démocratique. C'est aussi en fait une organisation qui est particulièrement démocratique. Donc en fait, la Suisse elle est organisée en 26 cantons. 26 cantons. Donc en fait, alors que c'est un tout petit pays, il y a 26 cantons. Qui ont chacun leur propre constitution. Donc en fait, c'est 26 États dans un État, c'est 26 États dans l'État. Ces 26 cantons, ils ont une indépendance politique, fiscale, enfin à tous les niveaux, très forte. Et donc en fait, ils sont responsabilisés, parce que du coup, ils votent eux-mêmes leur fiscalité. Et voilà, il y a des lois qui sont faites au niveau de chaque canton. Et donc, ils votent leur fiscalité, ils votent les impôts, etc. Et du coup, aussi, il y a une émulation entre les cantons, puisqu'en fait, du coup, les cantons qui sont les plus fiscalisés, ils attirent plus de gens. Donc, les gens, parfois, ils peuvent être amenés à déménager entre des cantons pour payer moins d'impôts, par exemple, ou parce qu'il y a une mesure qui ne leur plaît pas dans un canton, ils vont aller dans un autre qui leur est plus favorable, etc. Et donc, voilà, donc il y a une concurrence comme ça qui s'instaure, qui évite que les impôts explosent. Voilà, et toutes les mesures intelligentes qui sont prises dans un canton, et bien en fait, elles sont copiées dans les autres cantons. Voilà, donc voilà, donc ça c'est très important. Cette réforme des institutions, c'est complètement central pour sortir de ce système oligarchique qui est devenu la France. Voilà. Bon, je ne vais pas continuer sur la Suisse, parce que ça va être un peu long, sinon il y a beaucoup de choses à dire. Mais voilà, donc c'est l'idée générale. Et donc, une fois qu'on a fait ça, en fait, on a quasiment tout fait, hein, puisque après, tout va venir naturellement. Toutes les mesures intelligentes vont être proposées, vont être votées. Toutes les mesures idiotes ne seront pas votées, voire même, on va pouvoir annuler des lois qui ne plaisent à personne. Voilà. Donc, voilà. Et donc, ensuite, dans l'institution, il y a tout un tas d'autres choses. Je lis les commentaires en même temps, hein, donc il y a tout un tas de choses dans la réforme des institutions. Il y a la revue, par exemple, des innombrables agences publiques, observatoires, hautes autorités, etc., qui existent en France. Aujourd'hui, il y a la Cour des comptes a dénombré, en fait, il y a en France 1400 observatoires, hautes autorités, agences de l'État, etc. Et donc, en fait, il faut faire le ménage là-dedans, parce qu'en fait, ces 1400 agences, elles ont toutes été créées en gros les 20 ou 25 dernières années. Avant, on s'en passait très bien. Et donc, voilà, donc ces 1400 agences, d'après la Cour des comptes, elles coûtent 55 milliards d'euros par an, c'est-à-dire le même budget que l'éducation nationale. Voilà, donc, non, c'est revenu. Bon, ok.
Euh, voilà, donc, bon, donc au niveau des institutions, réduire de manière drastique le nombre d'agences d'État qui coûtent une fortune. Voilà, en finir avec l'ENA, qui est en fait une usine à maintenir le système tel qu'il existe. Et en fait, toute réforme est de fait impossible avec l'ENA qui en fait tient les rênes de l'État. Voilà, bon, je ne vais pas détailler plus que ça les institutions. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir mon programme. Il y a beaucoup de choses, donc voilà, c'est un petit peu difficile de tout résumer dans une vidéo, à moins de perdre les trois quarts des gens dans la fin de la vidéo. Donc ensuite, il y a un autre point très important dans mon programme, c'est l'éducation. Voilà, donc l'éducation, aussi bien dans le primaire que le secondaire, que le supérieur. Voilà, bon, bah, là, je pense qu'il y a un consensus pour dire que le système éducatif français est complètement on va dire à la dérive et de plus en plus à la dérive. Et, on n'obtient pas les résultats qu'on devrait avoir au vu de l'argent qu'on dépense. Donc on a 20%, plus de 20% des élèves qui rentrent en sixième qui ne comprennent pas un texte simple. On est parmi les moins bien classés dans le classement international PISA. Voilà, donc on a clairement de la marge de progression. Bon bref, on voit bien qu'il y a beaucoup de jeunes qui sortent du système scolaire sans diplôme, etc. etc. Et aussi, ben, les gens en fait se rendent compte que l'école en fait est devenue un espèce d'outil pour les hommes politiques pour propager leur idéologie, leur pensée politique. Et en fait, ça, je veux dire, c'est totalement inacceptable que l'école soit utilisée comme outil de propagande politique. Voilà, donc, que ce soit de gauche ou de droite, peu importe, on n'a pas à utiliser l'école pour formater les cerveaux de l'ensemble des élèves qui ont entre 3 ans et 25 ans. Voilà. Donc, pour libérer l'école et faire en sorte qu'on ait, en tout cas, qu'on est parmi les meilleurs. Bon, donc bah là, c'est simple. C'est pareil, il faut copier ce qui marche. Voilà, donc, je veux dire, il faut avoir une méthode pragmatique. Et donc, la méthode qui marche, enfin, une des méthodes qui marche, c'est par exemple la méthode suédoise. Donc, la Suède est reconnue comme étant un des pays qui a le meilleur système éducatif du monde. Et donc, en fait, bah, la Suède, ils ont mis en place un système qui s'appelle le chèque éducation. Et le chèque éducation, donc, en fait, ça consiste à financer l'école non pas du haut vers le bas, mais de la financer du bas vers le haut. Voilà. Donc en fait, euh, on constate, l'INSEE en fait a dit que le coût d'un élève dans le primaire, c'est 5 000 euros par an. Le coût d'un élève au collège, c'est 8 000 euros par an. Au lycée, c'est 10 000 euros par an. Dans le supérieur, c'est 12 000 euros par an. Bon, bah donc c'est simple. Le chèque éducation, ça consiste en fait à donner un chèque ou un bon, on va dire un bon éducation aux parents qui ont des enfants dans une école. Et donc, en fait, si vous avez deux enfants dans le primaire, par exemple, on vous donne deux chèques de bons éducation de 5 000 euros chacun, chaque année. Et si vous avez deux enfants dans le supérieur, on vous donne 2 fois 12 000 euros en bon éducation chaque année. Et ce bon éducation, vous le donnez à l'école de votre choix. Voilà. Et donc, et cette école, en fait, elle encaisse ce bon auprès de l'État. Et du coup, elle est entièrement financée par ce bon. Et ensuite, cette école, elle fait absolument ce qu'elle veut en termes de programme, en termes de méthode. Voilà, à tous les niveaux, elle fait ce qu'elle veut. Et donc, en termes de choix des professeurs, en termes de rémunération des professeurs, etc. Et donc, on s'aperçoit qu'en fait, chaque école devient totalement indépendante. En fait, elle a son budget et elle fait au mieux avec son budget. Elle essaye de faire le mieux possible. Et donc en fait, les écoles en fait vont se copier entre elles. Les meilleures méthodes ou les écoles qui appliquent telle ou telle méthode Montessori ou autre, et ben en fait elles vont être copiées par d'autres. Et voilà. Et donc les gens en fait, ils vont choisir leur école. Et ceux qui veulent que leur enfant apprenne la théorie du genre, ils iront dans une école qui enseigne la théorie du genre. Les parents qui veulent une école très à l'ancienne, très carrée, etc., ils iront dans une école très carrée. Ceux qui veulent une ouverture aux arts, etc., ils iront dans une école avec une ouverture aux arts, etc.
Et donc voilà, donc, je ne vais pas détailler plus que ça l'idée du chèque éducation, qui n'est pas de moi, hein, qui est connue, hein, puisqu'elle existe par ailleurs, puisque en fait j'ai fait une autre vidéo qui dure en moins d'une demi-heure sur le sujet, et donc en fait je vous conseille d'aller la voir sur mon wall Régis André 2017, et vous aurez tous les détails sur le principe du chèque éducation. Puis aussi j'ai écrit un article sur Medium, la plateforme de la primaire, sur le sujet de la réforme de l'éducation. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à dire, mais donc l'éducation, en gros, il faut vraiment libérer tout ça, il faut enlever, il faut supprimer tout le parasitage qu'il y a autour, les rectorats, les académies, tout ça. Il faut que les établissements soient indépendants et qu'ils cherchent à avoir les meilleures méthodes, à attirer le plus d'élèves possible. Et voilà, et comme ça, on va vraiment avoir les meilleures écoles. Et en plus, il y aura même des écoles gratuites comme l'école 42 de Xavier Niel à Paris. Voilà, les écoles les plus chères ne sont pas forcément les meilleures, c'est même plutôt l'inverse. C'est les moins chères qui sont les meilleures. Je suis bien placé pour savoir, parce que moi j'ai fait une école d'ingénieur à Lyon qui est très bonne et qui est parmi les moins chères de France. Voilà, voire même la moins chère de France. Voilà, bon, je termine sur l'éducation. Comme je vous ai dit, allez voir ma vidéo, allez lire mon article sur le sujet. Vous en saurez plus, vous saurez tout. Voilà, donc ensuite, je voudrais parler du travail. Donc le travail, là pareil, le travail c'est un immense chantier. Hein, ce que veulent les gens avant tout, c'est avoir un boulot. Et donc, pour avoir un boulot, déjà, il faut une bonne éducation. Donc, je viens d'en parler. Mais ensuite, pour avoir un travail, il faut aussi permettre aux entreprises d'embaucher. Voilà. Et il faut que les entreprises se sentent bien et qu'elles ne soient pas matraquées d'impôts, etc. Voilà, mais pas seulement. En fait, on s'aperçoit que un des freins très importants au recrutement, c'est le code du travail. Donc le code du travail, comme vous savez, il doit faire à peu près 4000 pages. C'est épais comme un Larousse à peu près. La dernière loi travail, là, de Madame Comrie, a ajouté 500 pages quand même. Donc il y a eu 500 pages de propositions de loi. Voilà, donc bon, personne ne sait ce qui est écrit dans ces 500 pages. Hein. Donc voilà, donc c'est devenu une complexité abominable. Et donc beaucoup de chefs d'entreprise ont vraiment peur et le recrutement devient vraiment compliqué. On ne sait pas trop, on se dit qu'est-ce qui va se passer si j'embauche et si ça se passe mal, je risque d'avoir des problèmes, etc. Donc voilà, donc le marché du travail est entre autres complètement bloqué, notamment dans les PME qui comprennent pas grand-chose au code du travail et donc elles ont peur d'embaucher. Et voilà, donc en fait, moi ce que je propose pour en plus remettre de la démocratie dans l'entreprise et donner une vraie utilité aux syndicats, c'est en fait tout simplement de supprimer intégralement le code du travail. Voilà, donc le code du travail, personne ne sait ce qu'il y a dedans, donc il faut le supprimer. À la rigueur, on peut mettre un petit socle. Donc là, pareil, on peut copier la Suisse. Le code du travail suisse, il fait, je crois, une cinquantaine de pages. Voilà, donc c'est un petit livret. Donc voilà, vous mettez vraiment les bases. Et donc, une fois qu'on a supprimé intégralement ce code du travail, en fait, l'intérêt, c'est quoi? C'est que finalement, chaque personne va aller négocier son contrat de travail de manière individualisée avec l'entreprise. Et donc, en fait, on se dit, voilà, c'est terrible, l'employé se retrouve face à l'entreprise, on va lui faire signer n'importe quoi, on va le forcer à bosser 90 heures par semaine, qu'est-ce qui va se passer? Donc, en fait, pas du tout, hein, c'est pas ce qui se passe. Puisqu'en fait, dans les pays nordiques, par exemple, c'est ce qui se passe. Hein, il y a beaucoup plus de liberté dans la réduction du contrat de travail. Et donc, en fait, ce qui se passe, en fait, quand il y a un code du travail très, très light, en fait, du coup, vous allez discuter avec votre patron et il vous dit, voilà, bon, moi j'aimerais bien bosser seulement 35 heures parce que j'ai pas envie de travailler plus, mais vu que je suis plutôt efficace, j'aimerais quand même être payé comme si je travaillais 39. J'aimerais avoir tant de jours tant de semaines de vacances par an, etc. Et donc, voilà, on discute sur le salaire en fonction du nombre de vacances, du nombre de semaines de vacances que vous voulez, du nombre de jours par semaine que vous voulez travailler, du nombre d'heures. Voilà, donc on discute même des indemnités de licenciement en cas de licenciement au bout de tant d'années, etc. Ou de voilà. Donc vous discutez tout dans votre contrat de travail. Et en fait,
effectivement, vu que c'est un petit peu difficile de le faire tout seul, et ben en fait, ce qui se passe, partout le code du travail est light, c'est qu'en fait, les syndicats qui sont déjà présents dans l'entreprise, et ben en fait, ils viennent vous aider. En fait, ils vous disent, bah en fait, nous, le contrat de travail type dans l'entreprise, il y a 3 ou 4 contrats de travail que les gens aiment bien, et donc en fait, tu vois, les 3 ou 4 modèles, c'est ça, et donc on te conseille de prendre un des 4 qui est quand même pas mal fait, et donc voilà, donc en fait, du coup, les syndicats, ils ont un vrai rôle intelligent. Et donc, en fait, du coup, on fait exploser le taux de syndication des gens. Donc, en fait, partout où le code du travail est light, en fait, donc notamment dans les pays du Nord, il y a au moins 80% ou 90% de gens syndiqués, pas 6% comme en France. Voilà, donc les gens se syndiquent, parce qu'en fait, ils ont un intérêt à le faire, parce que les syndicats vont venir les aider à rédiger leur contrat de travail, à négocier avec le patron au moment de l'embauche. Et donc c'est vraiment une mesure très intéressante d'avoir un contrat de travail très réduit au minimum, voire totalement supprimé. Et ensuite, il peut aussi y avoir une organisation par branche qui va se faire naturellement. En fait, vous pouvez dire, bon, moi je voudrais le contrat type de la branche ou le contrat type du secteur d'activité, voilà, que j'ai trouvé à tel endroit, que tel syndicat m'a donné, etc. Donc voilà, donc on voit que ça permet d'augmenter le taux de syndication des gens. Donc du coup, on va se retrouver avec 80-90% de gens syndiqués. Les syndicats, ils vont sentir qu'ils sont vraiment utiles, et donc ils vont être moins nuisibles, ils vont arrêter de faire des postures politiciennes. Et donc, voilà, donc en fait, on met de la responsabilité au niveau des salariés, au niveau des syndicats. Continue. Voilà, donc on remet de l'intelligence dans le monde du travail. Et comme ça, on va remettre de la flexibilité, même de la convivialité, et on va vraiment libérer le monde du travail, ce qui est vraiment très important. Voilà. Et puis après, une fois que les syndicats vous ont aidé à négocier vos contrats de travail, en fait, les syndicats, vu qu'il y a un taux de syndication de 90%, ils sont partie prenante du fonctionnement de l'entreprise. Et ils ont une vraie influence intelligente. Ils vont aller négocier les conditions de travail, voilà, quand il y a des problèmes de sécurité, etc. Ils vont s'investir, et donc on se retrouve dans une bonne ambiance de travail. Voilà, donc bon, sur le travail, pareil, j'ai mis beaucoup de choses dans mon programme que vous pouvez aller voir sur ma fiche de la primaire. Sur la fiche, vous avez un petit bouton voir le programme, vous pouvez lire la colonne travail, donc il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas tout dire ce soir. Donc ensuite, je vais parler un petit peu de la fiscalité. Voilà, donc ça c'est un point très important, la fiscalité. La fiscalité, donc comme vous savez, en France, je lis un petit peu les commentaires en même temps. Ok, bon, je répondrai plus tard. Donc la fiscalité. Donc en fait, en France, on a un très gros problème, c'est qu'en fait, les dépenses publiques équivalent à quasiment 55% du PIB, 54% du PIB. Donc plus de la moitié de la richesse nationale créée chaque année est dépensée pour les prestations sociales, pour faire fonctionner l'État, voilà. Donc en fait, et donc ça c'est un record mondial. Même cette semaine là, on a appris qu'on avait battu le Danemark, et donc on est numéro 1 mondial ou numéro 1 mondiaux, je sais pas comment on dit, de la dépense publique, voilà, avec 54% du PIB. Donc ce qui est complètement complètement délirant. Aux États-Unis, par exemple, bon, c'est pas forcément mon modèle, mais les États-Unis sont à 35% du PIB. On est à 20%, on est à 20 points de PIB supérieur aux États-Unis, de ce point de vue-là. Bon, alors, il ne s'agit pas de prendre les États-Unis comme modèle, mais enfin, globalement, la moyenne de l'OCDE, elle est, je crois, autour de 44%. Donc en fait, on est 10 points de PIB au-dessus de la moyenne de l'OCDE, ce qui veut dire qu'en fait, on n'est pas 10% au-dessus, c'est-à-dire que si on est 10 points au-dessus, donc ça veut dire qu'on est 25% au-dessus. Donc notre État français dépense 25% de plus que la moyenne des pays de l'OCDE. Donc je ne vous raconte pas par rapport à ceux qui sont en dessous de la moyenne, mais... Donc voilà, donc là on voit qu'on gaspille énormément pour des résultats complètement mauvais, puisqu'en fait on a 6 millions de chômeurs, toutes catégories, A, B, C, D, voilà, on a de plus en plus de pauvres dans les rues, enfin il suffit de se balader dans les rues, voilà, moi je vois en permanence des gens qui fouillent les poubelles. Donc en fait, on est censé avoir un État-providence, et en fait cet État-providence qui dépense des sommes astronomiques,
il défend absolument pas les gens. Voilà, donc ça va pas du tout. Donc le PIB, donc je disais 55% du PIB en dépenses publiques. Le PIB de la France, c'est à peu près 2200 milliards d'euros. Donc 35 milliards, on est à peu près à on est 55% du PIB, on est à peu près donc on est à plus de 1000 milliards de dépenses publiques chaque année. Donc c'est complètement dingue, plus de 1000 milliards d'euros de dépenses publiques. Et là-dessus, en fait, il y a 650 milliards de dépenses sociales. Enfin, de 650 milliards de redistribution, ce qui fait 10 000 euros par Français, y compris les nouveau-nés. Voilà. Donc en fait, les dépenses sociales, c'est 10 000 euros par Français, y compris les nouveau-nés, et pour autant, on a encore des gens qui fouillent les poubelles et qui sont tous les 50 mètres ou tous les 100 mètres dans la rue en train de faire la manche dans la rue à Paris ou dans n'importe quelle grande ville. Donc en fait, il y a un gros, gros problème. Donc voilà, donc là, ça ne fonctionne pas du tout. Euh, donc, comme je disais, 650 milliards d'euros de dépenses sociales, c'est à peu près un tiers du PIB. Et là-dessus, il y a 250 milliards de retraites, et le reste, c'est tout, c'est les aides de logement, les allocations familiales, etc. Donc, voilà, donc tout ça ne fonctionne pas, tout ça nous envoie droit dans le mur. Et pourquoi ça nous envoie dans le mur? C'est qu'en fait, ces dépenses publiques, il faut bien les financer. Il faut les financer par des recettes. Et les recettes, c'est quoi? C'est des impôts. Et donc en fait, les impôts, bah, ils se retrouvent sur votre feuille de paye. Et sur votre feuille de paye, en fait, bah, tout le monde ne s'en aperçoit pas, mais en fait, on vous prélève. En fait, bah, j'ai écrit un article là-dessus que je n'ai pas encore mis sur Medium, mais que je vais mettre. Si, il est sur Medium, en fait, je crois. Et oui, il est sur Medium. J'ai expliqué que pour quelqu'un qui gagne 1800 euros net, en fait, il paye chaque mois, je ne me souviens plus le montant exact, mais je crois que c'est environ 2500 euros d'impôts tous les mois. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous en avez conscience. Mais en gros, c'est la réalité. Quelqu'un qui gagne 1800 euros net paye environ 2500 euros d'impôts. Je ne me souviens plus le chiffre exact, mais c'est à peu près ça. Donc, je vais vous le démontrer là tout de suite. Je vais vous le démontrer. Donc, en fait, vous avez votre salaire brut. Donc, votre salaire brut, imaginons par exemple, c'est 2000 euros brut. Si vous gagnez 2000 euros brut, en fait, le patron, il paye des charges patronales là-dessus. Il paye des charges patronales. Et vous allez, de votre côté, vous payez des charges salariales. Enfin, 500 euros net avant impôt sur le revenu, c'est-à-dire 1200 euros ou 1300 euros. Donc en fait, voilà, donc on voit qu'il y a 2500 euros il y a 2500 euros sur un salaire de 1500 euros net, il y a 2500 euros de charges salariales, charges patronales, TVA, impôts locaux, donc taxes foncières, taxes d'habitation, plus redevances télé, etc. Voilà, donc, bon, je passe sur l'essence et tout, vous payez plus cher, mais bon. Voilà, donc en fait, ce système-là, en fait, il tue complètement le travail, puisqu'en fait, les gens, ils se disent, c'est pas possible, je travaille comme pas possible, et en fait, je gagne rien. Voilà. Donc en fait, les gens sont découragés de travailler. Et c'est le deuxième effet, c'est qu'en fait, les gens ont l'impression de rien gagner, mais de l'autre côté, celui qui paye le service, il a l'impression que le service est très cher. Donc ça, vous en rendez compte quand vous payez une prestation à quelqu'un, à un plombier ou à n'importe qui, à votre garagiste, etc. En fait, bah, lui, il faut qu'il paye ses charges, et donc en fait, la prestation, elle vous paraît hors de prix, et donc elle est hors de prix parce qu'en fait, elle est bourrée d'impôts. Voilà. Donc tout ça, ça tue complètement l'économie. Et donc, ben, en fait, pour remettre de la clarté dans tout ça, il y a une mesure totalement fondamentale qui est qu'il faut verser aux Français leur salaire complet. Donc le salaire complet, c'est quoi? C'est le salaire avant charge salariale et avant charge patronale. C'est-à-dire que c'est au salarié de payer ses charges salariales. Enfin, le salarié touche son salaire complet. C'est-à-dire que si, par exemple, vous touchez 1500 euros net, c'est-à-dire 2000 euros bruts, en fait, votre salaire complet, c'est au moins 3000 euros. Donc en fait, quelqu'un qui gagne 1500 euros net, en fait, il ne va plus gagner 1500, il va gagner 3000. Il gagne 3000, donc on lui verse son salaire total, et ensuite, il va payer les différentes charges
les différentes charges qu'on lui prend tous les mois de manière forcée et qu'en fait, enfin, il n'a pas le choix, mais en fait, il devrait avoir le choix. Et donc, il devrait avoir le choix sur quoi? Il devrait avoir le choix de son assurance santé. Donc ça, c'est un aspect fondamental. Donc de plus en plus d'artisans, de commerçants protestent contre le RSI, notamment parce qu'en fait, le RSI leur coûte très cher. Et en fait, bon, ils voudraient revenir au régime général, mais en fait, le régime général, ils ne le savent pas, mais le régime général, c'est encore plus cher que le RSI. Hein. Donc, ils ne devraient pas trop demander de quitter le RSI pour aller au régime général. Voilà, donc en fait, il faut vraiment que les gens puissent choisir leur assurance santé. Donc ça, c'est pareil, c'est un, le choix libre de l'assurance santé, c'est quelque chose qui est mis en place aux Pays-Bas, et les Pays-Bas est considéré comme un des pays qui a le système de santé les plus efficaces au monde. Donc les gens sont très contents dans leur système de santé, et voilà, tout fonctionne très bien, alors que 100% il n'y a plus d'assurance publique, toutes les assurances sont privées. Voilà. Et donc en fait les assurances, oui, il n'y a pas de raison d'avoir une assurance santé publique. Voilà, donc en fait, pour ça, en fait, pour permettre à chacun de payer une assurance santé à une entreprise privée, en fait, il y a un système qui s'appelle le chèque santé, et qui est mis en place aux Pays-Bas. Et donc, en fait, quand vous gagnez pas suffisamment, on vous verse un chèque santé inversement proportionnel à votre salaire pour vous aider à payer votre assurance santé si jamais vous n'avez pas les moyens de la payer. Voilà. Et donc, ça, en fait, ça permet aux gens de se rendre compte du coût de la santé et de pouvoir choisir leur assurance santé. Donc, c'est très important. Et en fait, pourquoi c'est très important de choisir son assurance santé? Parce qu'en fait, ça vous responsabilise, ça met en concurrence les différentes assurances. Et en fait, il y a des gens qui, par exemple, vont dire non, moi, je veux être assuré que sur les maladies graves, les hospitalisations, etc. J'ai pas envie qu'on me rembourse mes lunettes. Je préfère me payer mes lunettes 300 euros tous les 2 ans. Voilà, j'ai pas envie de payer 1000 euros d'assurance par an pour me payer une paire de lunettes tous les 2 ans. Donc en fait, voilà, donc la personne peut dire non, moi je veux pas être assuré sur les frais d'optique. Voilà, donc c'est un choix, et donc, voilà, donc du coup, votre assurance est moins chère, vous n'êtes pas assuré sur les frais d'optique, et vous payez tout seul vos lunettes qui vont vous coûter 300 euros tous les 2 ans. Voilà. Mais du coup, vous êtes très gagnant sur votre prix de votre assurance qui va vous coûter beaucoup moins cher et beaucoup moins cher que la Sécu. Voilà. Et donc, voilà, donc, il y a d'autres personnes qui vont pouvoir dire voilà, non, moi je veux être assuré dès le premier euro sur tout, voilà, je veux être couvert à 100%, etc. Donc, ils paieront plus cher. Voilà. Mais en tout cas, tout le monde pourra se payer une assurance, puisqu'en fait, il y a le système du chèque santé, qui est le système mis en place aux Pays-Bas, qui marche parfaitement bien. Voilà. Et ensuite, les assureurs vont vous proposer des assurances, et il y aura tout un tas de formules, des formules pas chères qui couvrent un peu moins sur, par exemple, l'optique, ou voilà, ou je sais pas, c'est à vous de faire votre choix. Et voilà, et ça fonctionne très bien. Donc, lisez des articles sur le système de santé des Pays-Bas, et vous verrez que les gens sont très satisfaits. Beaucoup plus qu'en France, alors que, d'après les sondages qui sont faits au niveau de l'OCDE, alors que le système est entièrement privatisé. Donc c'est possible de privatiser, d'avoir un système qui fonctionne très bien et qui couvre y compris les personnes les moins favorisées. Voilà, donc bon, je ne vais pas détailler plus sur le chèque santé, il y a beaucoup de choses à dire, il faudrait faire une vidéo entière rien que sur ce sujet-là. Mais en fait, le chèque santé, ça permet quoi? Ça permet en fait de faire en sorte que vous payiez moins de charges. Parce qu'en fait, aujourd'hui, là j'ai des chiffres exacts, les gens ont l'impression que la santé est gratuite. En fait, la santé n'est pas gratuite du tout. Quelqu'un qui gagne un SMIC, c'est-à-dire 1120 euros net par mois, il donne 340 euros par mois à la Sécu pour s'assurer sur la maladie. Voilà. Donc en fait, je pense que si vous demandez à quelqu'un qui gagne le SMIC, il va vous dire non, moi la santé c'est gratuit. Non, en fait, c'est pas gratuit du tout, il paye 340 euros par mois. Voilà, donc, et ensuite c'est proportionnel au salaire. Et donc, si vous gagnez 2 SMIC, si vous gagnez 2300 euros par mois, vous donnez 650 euros par mois à la Sécu. Et si vous êtes en couple, vous payez 2 fois 650 euros, vous payez 1300 euros par mois d'assurance maladie. Voilà, ce qui est totalement délirant, puisqu'en fait, si vous demandez aux frontaliers, les frontaliers qui jusqu'à récemment, enfin, bon, ils ont essayé de réformer, mais pouvaient payer leur assurance dans une entreprise privée, en fait, on a voulu leur supprimer ce droit de choisir une assurance privée plutôt que de cotiser à la Sécu.
Et en fait, ils ont manifesté, enfin, en gros, tous les villages frontaliers, ils étaient 100% des citoyens manifestaient, parce qu'en fait, ils allaient perdre un pouvoir d'achat énorme. Voilà. Donc voilà, donc moi je suis vraiment pour la libération du système de santé français, faire en sorte que qu'en fait les gens choisissent leur assurance. Voilà, je veux dire, votre assurance de voiture, vous la choisissez, votre assurance sur votre crédit immobilier, vous le choisissez aussi. Votre assurance de logement, vous la choisissez. Et les gens, ils adorent choisir leur assurance, hein. Ils adorent comparer, voir quel est le moins cher, le meilleur rapport à qualité-prix, etc. Voilà, donc il faut faire pareil dans le domaine de la santé. Bon bref, donc sur la santé, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Donc mise en place, comme je disais, du chèque santé, un versement proportionnel aux revenus pour aider les plus pauvres à payer leur assurance privée de santé. Mais pour avoir plus de détails, allez voir mon programme sur laprimaire.org, Régis André, la primaire, et vous verrez les détails. Donc un autre point très important, ah oui, enfin, pour réduire encore le coût du travail, pour que les gens gagnent plus, par exemple, il y a quelque chose de très simple, c'est de rendre l'assurance chômage facultative. L'assurance chômage, en fait, il n'y a aucune raison d'obliger 100% des gens à cotiser à une assurance chômage. L'assurance chômage, c'est 7% de votre salaire brut. Voilà. Donc ça veut dire que c'est au moins 10% de votre salaire net. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui préféreraient gagner 10% de plus de salaire net. Et beaucoup de choses à dire sur la libération du travail, sur la liberté d'assurance. Voilà, donc c'est vraiment fondamental de réduire le coût du travail et donc d'augmenter l'efficacité des entreprises et la motivation des salariés, etc., de revaloriser le travail. Donc ensuite, un autre point très important sur lequel je vais venir, c'est l'épargne. Puisqu'en fait l'épargne aujourd'hui, l'épargne française, en fait, elle est complètement orientée sur l'assurance vie qui est, paraît-il, le placement préféré des Français. Elle est aussi beaucoup orientée vers vos cotisations retraite que vous payez tous les mois, donc qui vous coûtent très cher, puisqu'en fait, par exemple, quelqu'un qui gagne le SMIC, 1100 euros par mois, il donne 370 euros par mois entre les charges patronales et les charges salariales en cotisation retraite. Si vous gagnez 2 SMIC, vous donnez 750 euros par mois en cotisation retraite. Voilà, rien que vous, et si votre femme pareil, donc 1500 euros par mois. Ou votre mari, voilà. Donc en fait, tout ça, ça coûte très cher, et donc l'épargne, en fait, elle est complètement plombée par le fait que, d'une part, les salaires nets sont faibles, puisqu'en fait, il y a beaucoup de charges, donc en fait, on peut difficilement épargner. Mais en plus, l'épargne des Français, en fait, elle est entièrement orientée sur l'assurance vie en euros qu'on dit soi-disant super sécurisée. En fait, elle ne l'est pas du tout. Le jour où la France fera faillite, je pense que les fonds en euros, ils auront un très gros problème, donc vous ne reverrez pas votre argent. Donc bon, il vaut mieux placer votre argent ailleurs. Mais donc c'est très important qu'on relance l'épargne et l'investissement et qu'on arrête de tout orienter vers les fonds en euros. Donc en fait, on vous oblige à orienter votre épargne vers les fonds en euros, parce qu'en fait, ça permet de financer l'État et la dette de l'État. Mais bon, vous n'êtes pas... Il faudrait qu'on sorte un peu de ce système-là. Et donc, une chose totalement fondamentale, c'est de créer des fonds de pension à la française. Et les fonds de pension, c'est quoi en fait? C'est de l'épargne que, au lieu de donner à des organismes de retraite publique qui vous rendront jamais votre argent dans 20 ans, vous ne le reverrez pas, ou vous reverrez la moitié de ce que vous auriez dû avoir. Donc au lieu de donner cet argent que vous ne reverrez pas, il faut qu'on encourage des fonds de pension à la française. Et donc ça consiste en quoi? Ça consiste en fait à placer votre argent dans des fonds que vous choisissez. Et bon, évidemment, il faut les diversifier pour éviter que si un fonds se casse la figure, que vous perdiez tout votre argent. Donc ça, il faut éduquer un peu les gens là-dessus. Et donc en fait, le gros avantage de ça, des fonds de pension à la française, c'est qu'en fait, ça permet de faire comme les Américains. Et en fait, les Américains, en fait, tout le monde dit que les fonds de pension, les gens, il y a des gens qui ont tout perdu, etc. Bon, certainement, il y a sûrement des gens qui ont tout perdu parce qu'ils ont tout mis sur un seul support de placement. Mais en fait, globalement, les Américains s'en sortent très très bien, puisque la valeur de leur fonds de pension, elle augmente très très vite.
Et d'ailleurs, pour vous en convaincre, vous avez qu'à aller voir l'indice Dow Jones, l'évolution de l'indice Dow Jones sur 20 ans, et vous verrez que l'indice Dow Jones, il n'arrête pas de monter. Contrairement au CAC 40 qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, et en fait, sur 20 ans, il a fait zéro, quoi. Donc, et pourquoi en fait le Dow Jones il n'arrête pas de monter? Et ben en fait il n'arrête pas de monter parce qu'en fait les Américains épargnent de manière massive dans les fonds de pension américains. Et donc les fonds de pension américains ensuite, et ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent dans les entreprises américaines, mais pas seulement, ils investissent dans les entreprises dans le monde entier. Ils viennent investir en France, ils rachètent Alstom par exemple, ils ont racheté ArcelorMittal, non pas ArcelorMittal, ils ont racheté Péchinet, l'entreprise qui faisait de l'aluminium, Alcan, voilà, Alcan qui avait racheté Péchinet, etc. Donc en fait, on se fait racheter toutes nos entreprises françaises par des fonds de pension américains. Et dans le même temps, on dit les fonds de pension américains, c'est pas bien. Donc, en même temps, du coup, les Français investiraient de manière massive dans les entreprises françaises qui existent. Ils investiraient aussi pour une petite part de leur épargne dans du capital risque, dans des petites startups genre Facebook ou Google il y a 10 ans, et donc du coup, ils multiplieraient peut-être leur mise par 100 ou 200. Ou peut-être qu'ils se planteraient de temps en temps, mais bon, voilà. En tout cas, on aurait du capital risque qui permet de lancer des startups, parce qu'aujourd'hui, le capital risque en France, c'est une catastrophe. Les entreprises américaines, quand elles lancent une startup, une petite levée de fonds, c'est 1 million d'euros. Voilà, c'est une moyenne, ça va être 10 millions. Voilà, donc en fait, en France, une petite levée de fonds, c'est quoi? C'est 30 000 euros. Donc en fait, en France, on a zéro capacité d'investissement dans des startups, donc on n'a pas de capital risque, quasiment. Et en plus, on se fait manger toutes nos entreprises par des fonds de pension étrangers, notamment américains, mais pas seulement, par des équivalents de fonds de pension qu'on appelle des fonds souverains. Voilà. Donc en fait, il faut qu'on arrête ça. Il faut que les Français investissent, épargnent dans leurs entreprises françaises et aussi dans les entreprises étrangères. Que, en fait, si les Français ont envie d'investir dans un fonds de pension qui va s'appeler le fonds de pension X ou Y, et que ce fonds de pension, par exemple, ça va être un fonds de pension qui va s'appeler Fonds Amérique du Nord, bah, ce fonds Amérique du Nord, en fait, il va investir dans des entreprises américaines, et si, avec un peu de chance, il va investir dans Google il y a 10 ans, et donc vous allez gagner beaucoup d'argent, et au moins vous aurez une retraite. Donc en fait, voilà, donc il faut vraiment qu'on développe l'épargne et l'investissement en France. Et comme ça, on gardera nos entreprises françaises sous capital français, et on pourra même racheter des entreprises à l'étranger. Voilà. Et on arrêtera de pleurer à dire qu'on s'est fait racheter Alstom, qu'on s'est fait racheter toutes nos entreprises françaises, on s'est fait racheter Alcatel par Nokia. Voilà. Enfin, aujourd'hui, toutes les entreprises, là, elles sont en train de partir les unes après les autres. Le CAC 40, il n'y a quasiment plus rien dedans. Hein. Donc voilà. Donc, il faut vraiment qu'on inverse la vapeur. Donc les fonds de pension, ça permet de garder nos entreprises, de développer l'emploi et de garantir nos retraites. Voilà. Donc il faut arrêter de dire que c'est pas bien. Voilà, donc ensuite, bon, il y a beaucoup de choses sur la retraite, l'épargne, etc., que vous pourrez aller voir dans mon programme. Je lis un petit peu les commentaires. Fusionner les différents régimes sociaux, assurance privée, etc. Bon, enfin, non, moi je suis pas du tout pour la fusion, hein. Moi je suis pour la concurrence entre les régimes, donc je suis pour la privatisation des assurances maladie, etc., et qu'elles soient concurrentes entre elles, et du coup qu'elles cherchent à proposer la meilleure assurance au meilleur prix, que même, voilà, qu'elles proposent différentes formules, comme je le disais tout à l'heure. Et je suis pour qu'on ait le choix de s'assurer ou pas sur certaines assurances, comme par exemple le chômage. Voilà. Bon, l'assurance santé, évidemment, sera obligatoire, parce qu'en fait, il est hors de question que quelqu'un ne s'assure pas, et finalement, il arrive, il a une grosse maladie, et finalement, c'est l'État qui paye. Non, l'assurance santé, ce sera comme l'assurance voiture, c'est obligatoire. Voilà, c'est obligatoire, mais après, vous avez le choix de la formule que vous voulez. Donc ensuite, un autre point très important, c'est la justice. Donc la justice aujourd'hui, la justice en France, bon, là, je pense que là, pareil, tout le monde est d'accord, c'est devenu absolument n'importe quoi. Voilà, donc les prisons sont archi bourrées à bloc, le taux de récidive explose, les peines de prison ne sont pas exécutées, donc en fait l'autorité de l'État est complètement bafouée. Aujourd'hui, française,
Il faut complètement remettre ça à plat et il y a vraiment beaucoup de travail pour la remettre à plat. Donc, euh, donc moi, j'ai quelques grosses lignes d'action là-dessus, sur la justice. C'est bon, alors il y a beaucoup de choses, hein, vous irez voir dans le programme, mais je pense qu'il faut qu'on responsabilise les délinquants. Il faut arrêter d'avoir une justice et une police gratuite avec des gens qui viennent et qui sont des multirécidivistes qui viennent quasiment une fois par semaine ou plusieurs fois par semaine en garde à vue et qui reviennent la semaine d'après, etc. Donc il y a des gens qui viennent 30 fois par an en garde à vue. Voilà. Donc ça, il faut vraiment qu'on arrête ce système-là. Dans les banlieues, il y a des petits caïds de banlieue qui, en fait, pour eux, c'est un honneur d'être en garde à vue. En fait, voilà, donc c'est quasiment aujourd'hui voilà, une fierté pour certains d'aller en garde à vue ou voire même d'aller en prison. Donc il faut arrêter ça. Il faut que les gardes à vue qui sont suivies de condamnation soient payantes. Donc en fait, si vous passez une nuit en garde à vue et que vous êtes condamné, peu importe la condamnation, à 2 jours de prison ou à une amende ou peu importe, si vous passez une nuit en garde à vue, il faut que vous payiez 150 € de la nuit de garde à vue. Voilà. Où on vous fait payer, je sais pas, 30 €, 40 € de l'heure de garde à vue. Voilà. Donc ça, déjà, ce sera très... ça va calmer certains qui se font un plaisir d'aller en garde à vue. Voilà. Alors on va me dire, non, ils ne peuvent pas payer, etc. Si, ils pourront payer, parce qu'en fait, moi, comme je disais, je mets en place le chèque logement, enfin, je n'ai pas encore parlé du chèque logement, mais chèque santé, etc. Voilà, donc s'il faut, on peut aller chercher ce qu'il faut là où il faut. Voilà. Et puis si jamais ils ne peuvent pas payer à l'instant T, on leur fera payer 5 ans plus tard, le jour où ils pourront payer. Voilà. Voilà, il faut vraiment que les personnes condamnées payent les frais de justice. En fait, tous les frais de justice, les frais de procès, les frais de prison. Voilà, moi, je suis pour la prison payante. Je pense qu'il faut que la prison soit payante. Voilà. La prison, il faudrait qu'elle coûte, même si ça ne couvre pas tous les frais, ce serait normal que la prison coûte au moins 30 € par nuit. Voilà. Voilà, donc tout ça permet d'inciter les gens à responsabiliser certaines personnes qui prennent un petit peu la justice pour n'importe quoi et qui ne respectent pas la justice, qui ne respectent pas notre pays. Ça permet de les responsabiliser financièrement et c'est très important. Et au moins ils connaissent le coût qu'ils coûtent à la société au final avec leur délit. Hein. Donc voilà, donc justice payante pour les condamnés. Ensuite, bon, je suis pour les class actions, ça c'est les actions de groupe. Donc elles ont été un petit peu introduites récemment là, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Et je pense qu'il faut que les class actions, en fait, c'est un élément fondamental. Ça permet en fait aux citoyens de pouvoir se défendre face aux grandes entreprises et face à l'État. Voilà. Parce qu'en fait, l'État est très puissant par rapport à n'importe quel citoyen. Les grosses entreprises sont très puissantes par rapport à n'importe quel citoyen. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est très difficile pour un citoyen ou un groupe de citoyens qui ont été lésés par une grande entreprise ou par l'État de se défendre. Donc, en fait, il est très important qu'ils puissent se regrouper facilement pour pouvoir porter plainte de manière collective et pouvoir être indemnisés. Donc, les class actions, donc ça permet de responsabiliser les grandes entreprises, ça permet de responsabiliser les politiques. Et donc, voilà, donc il faut qu'on puisse porter plainte contre l'État, voire même contre des politiques, si vraiment ils font des grosses erreurs, comme certains. Il faut qu'on puisse voilà, faire des class actions contre les entreprises et l'État. Ensuite, je pense qu'il faut développer les tribunaux arbitraux privés. Donc, alors je vous explique pourquoi, c'est qu'en fait aujourd'hui la justice est complètement submergée de demandes de gens qui portent plainte, par exemple le propriétaire qui porte plainte contre son locataire parce que son locataire a dégradé son appartement, voilà, par exemple. Ou inversement, le locataire qui porte plainte contre son propriétaire parce que le propriétaire ne veut pas lui rendre sa caution. Donc on voit qu'il y a tout un tas de litiges privés qui ne concernent en rien l'État, et en fait pour autant ces litiges privés en fait sont jugés devant
la justice française. Et en fait, c'est les contribuables qui payent. Donc ça, c'est pas normal en fait. Le contribuable n'a pas à payer pour des litiges qui sont 100% privés. Si moi, par exemple, je porte plainte contre quelqu'un qui m'a loué une maison pendant les vacances et qu'il ne m'a pas rendu ma caution, ça ne concerne que moi et lui, je porte plainte contre lui. Il y a un tribunal arbitral qui se réunit avec des citoyens, il faut trouver le mode, enfin il y a plein de modes de constitution des tribunaux arbitraux, ça peut être des citoyens tirés au sort comme c'est actuellement le cas dans les cours d'assises. Et donc, en fait, le tribunal arbitral, il va juger cette affaire. Et en fait, la personne qui sera condamnée, si par exemple le propriétaire qui n'a pas rendu la caution est condamné, ben en fait, il va payer les frais de justice. Il va payer les frais de justice du tribunal privé qui s'est constitué pour juger l'affaire. Voilà. Et donc ça, en fait, ça permet de réduire de manière drastique les coûts de la justice. Et ça permet de responsabiliser les gens, et donc ça permet aux gens en fait d'arriver aussi rapidement à une solution amiable. En fait, bah, si je porte plainte contre quelqu'un dans le cadre d'un litige privé, bah, si le quelqu'un sait qu'il est en tort, il ne va pas jouer comme aujourd'hui c'est le cas, on va jouer avec la justice pendant 2 ans à faire traîner l'affaire, etc. Ça va coûter très cher à la collectivité. La personne, elle sait qu'à la fin, ça va mal se passer pour elle et elle devra rembourser les frais de justice. Et donc, en fait, elle va lâcher plus facilement. Elle va dire, oui, bon, ok, je reconnais que j'ai fait une erreur, donc je vous rends votre caution. Voilà. Et donc voilà, donc il faut vraiment, aujourd'hui, les tribunaux sont complètement submergés de litiges privés, les conflits de voisinage, etc. C'est pas aux contribuables de payer ce genre de jugement. Voilà. Il faut libérer la justice de l'État. La justice de l'État n'a rien à faire là-dedans. Il faut vraiment que les citoyens au niveau local, il faut que ce soit les citoyens au niveau local qui jugent ces affaires. Et voilà, il y a plein de moyens de faire ça. Voilà. Donc voilà, donc la justice, bon après la justice, moi je suis pour, oui il faut complètement revoir le fonctionnement de la justice. Aujourd'hui les peines sont beaucoup plus trop light, à mon sens, ou du moins certaines peines, notamment les peines de djihadisme, etc. Par exemple, enfin c'est pas le seul exemple, mais aujourd'hui un djihadiste qui part en Syrie, quand il revient de Syrie, il va prendre 6 mois avec sursis. Je veux dire, ça il faut arrêter ce système ultra laxiste qui décrédibilise l'État et qui en fait laisse la porte grande ouverte à n'importe quoi. Donc là, je pense que si on remettait des jurys citoyens sur ce genre d'affaires qui sont jugées, enfin, il faut déjà que toutes ces affaires-là soient jugées au pénal et non pas juste en correctionnel ou voilà. Voilà, il faut qu'on remette un petit peu d'autorité dans la justice pour que les peines soient dissuasives. Aujourd'hui, la justice n'est absolument pas dissuasive. Aujourd'hui, même les peines de moins de 2 ans, de prison ferme ne sont pas appliquées. C'est Nicolas Sarkozy qui a fait voter ça pour désengorger les prisons. Donc non, il faut construire des places de prison. J'ai vu que Manuel Valls avait décidé ça, donc c'est une bonne mesure pour une fois. Et donc ouais, il faut construire des places de prison. Il faut qu'on puisse appliquer les peines. C'est vraiment fondamental. Et il faut que les peines soient à la hauteur des crimes. Voilà. Et donc je pense que si on mettait beaucoup plus de jurys citoyens et pas de jurys professionnels sur pas mal d'affaires, bon, au pénal c'est des jurys citoyens mais qui sont pas mal encadrés par la loi. Et puis en plus on leur fait un peu de pressing pour que les peines soient un peu light. Voilà, donc il faut vraiment qu'on revoie le système pour que les peines soient à la hauteur des crimes et qu'elles soient appliquées. Voilà. Donc ensuite, j'en viens à la liberté de la presse. Un autre point très important. Donc moi aujourd'hui, la liberté de la presse, enfin la presse aujourd'hui, elle est complètement muselée par l'État. En fait, les subventions à la presse, c'est 2 milliards d'euros par an aujourd'hui. Donc il y a une chose complètement incroyable qui est que par exemple Le Monde et Le Figaro, qui sont les 2 journaux les plus lus, reçoivent 16 millions d'euros chaque année de subventions de la part de l'État. Donc c'est complètement... Non, le journal Le Figaro, il doit être financé par ses lecteurs et si les lecteurs ne sont pas suffisamment nombreux et si le journal est en déficit, il faut que ce soit les actionnaires, donc la famille Dassault, qui financent le trou qu'il y a à la fin de l'année. Et s'ils n'arrivent pas à financer le trou, bah, ils restructurent le journal, ils font quelque chose, ou même ils font faillite, mais on ne peut pas donner de l'argent public
à des entreprises privées. Et ça, il faut arrêter ça. Enfin, d'ailleurs, d'une manière générale, il faut supprimer toutes les subventions à des entreprises privées. C'est complètement nuisible et complètement irresponsable. C'est la porte ouverte au clientélisme, à la corruption, etc. Donc il faut arrêter les subventions indues. Donc il faut supprimer toutes les subventions à la presse pour avoir une presse réellement indépendante, qui n'est pas, voilà, qui est pas là à modérer son discours parce qu'on leur donne X millions par an. Et puis en plus, ça les oblige à, voilà, à aller chercher des lecteurs, une presse qui n'est pas lue, qui n'est lue par personne comme certains journaux aujourd'hui, qui sont financés, enfin, qui sont régulièrement comme l'Humanité par exemple, qui est tous les 5 ans, c'est le contribuable français qui renfloue le journal d'Humanité. Donc non, il faut arrêter ça. Soit un journal il est financé par ses lecteurs et ses actionnaires, soit il se réforme, soit il arrête. Voilà. Aujourd'hui, la presse en ligne, elle se développe de manière énorme. Il y a tout un tas de... L'information est surabondante. Il n'y a aucune raison de subventionner des journaux qui appartiennent à des personnes privées. Voilà. Et puis, il ne doit pas y avoir de journaux publics. Un journal public, ça existe en URSS, mais c'est pas censé exister dans un pays libre. Voilà. Donc, liberté de la presse, très important, point fondamental pour qu'on revienne enfin vers un... Donc liberté de la presse, ça passe par la suppression des subventions. Voilà. Bon, ça passe par d'autres choses dont je parle dans mon programme. Voilà, la suppression du CSA. Le CSA n'a pas à donner son avis sur ce que disent les journaux ou la télé. Voilà, si les gens ne sont pas contents de ce qui se dit dans un journal ou à la télé, ben en fait, ils font une class action, comme j'en parlais tout à l'heure. Ils portent plainte et la justice tranchera. Voilà. Donc on n'a pas besoin du CSA pour donner des bons points, des mauvais points. Sur ce qui est dit dans les journaux ou à la télé ou dans des publicités. Voilà. Voilà. Donc ensuite, je vais parler un petit peu rapidement politique étrangère. Donc la politique étrangère, moi, je pense que le mantra, ça devrait être le non-interventionnisme. Il faut arrêter d'envoyer l'armée de partout. On envoie l'armée en Syrie, en Libye, en Irak, au Mali, en Centrafrique, en Afghanistan. Voilà, tout ça, ça coûte des milliards. Et en fait, pour des résultats totalement inexistants, voire négatifs. Donc voilà, donc heureusement, on n'a pas fait la deuxième guerre en Irak. C'est un bon point du deuxième mandat de M. Chirac et de M. de Villepin. Donc voilà, donc heureusement on n'a pas fait la deuxième guerre en Irak, les Américains ils sont allés seuls parce qu'elle a complètement mis sans dessus-dessous le Moyen-Orient. Mais bon, on était quand même allé à la première guerre en Irak, on a quand même fait la guerre en Libye pour supprimer Kadhafi. Qu'est-ce qu'on a fait On a fait la guerre en Afghanistan. Bon, j'ai pas l'impression que la situation en Afghanistan se soit vraiment améliorée. Il y a un attentat par semaine, voire plus. Bon, l'Irak, n'en parlons même pas. Voilà. Voilà, donc le résultat de tout ce qui a été fait par la France et, bon, et quand même plus par les Américains, c'est Daesh, quoi. Donc voilà, donc en fait, aujourd'hui on se retrouve avec la crise des réfugiés, etc., avec des pays qui sont quasiment rasés de la carte, comme la Syrie, par des politiques étrangères de l'Occident qui sont complètement délirantes. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve à essayer de rattraper le coup et encore je crois pas que franchement je suis pas totalement convaincu du bien fondé de ce qu'on fait à pas mal d'endroits. Aujourd'hui on est au Mali, on est en Centrafrique, on est en Syrie, on est en Libye, on est un petit peu en Irak, enfin voilà, par endroits. Voilà. Aujourd'hui, on est en train, on paye ce que notre politique irresponsable qu'on a menée pendant 20 ans. Voilà. Donc il y a des pays qui se tiennent écartés de tout ça, la Suisse, etc. Ils s'en portent très bien. Il faut qu'on arrête l'interventionnisme généralisé, systématique, où on pense qu'on va obtenir quelque chose, que la situation va s'améliorer. Non, le Moyen-Orient, il ne va pas devenir démocratique à la française. Enfin, bon, même si j'ai dit que la France n'était pas totalement une démocratie, mais en tout cas, voilà, le Moyen-Orient, il ne va pas se transformer d'un seul coup. Ça va se faire progressivement. Et ça va se faire progressivement. Il faut que ce soit les peuples qui soient à l'initiative de ça. Et c'est pas à nous de choisir les dirigeants des pays d'Afrique ou de je ne sais où. Voilà.
Donc voilà, donc moi, ma philosophie générale en matière de politique étrangère, c'est vraiment le non-interventionnisme. Euh, donc, voilà, donc bon, voilà, ça c'est pour la politique étrangère. Ensuite, je vais parler rapidement de quelques sujets de société. Donc les sujets de société, euh, bon, il y en a beaucoup, hein, mais il y en a beaucoup, mais bon, je pense notamment qu'il y a un sujet très important sur lequel j'ai totalement changé d'avis par rapport à l'avis que j'avais il y a quelques années, c'est la dépénalisation des drogues. Donc, pour ma part, je suis devenu, parce que je ne l'étais pas avant, mais après m'être renseigné, j'ai changé d'avis, je suis totalement favorable à la dépénalisation des drogues. Voilà. Alors pourquoi en fait, vous irez voir dans mon programme, c'est expliqué, il y a d'innombrables raisons en fait. Je les ai même pas toutes mises dans mon programme, mais il y a au moins 20 raisons objectives pour lesquelles il faut dépénaliser. Bon, la seule raison de ceux qui disent qu'il ne faut pas dépénaliser, c'est de dire la drogue c'est pas bien, donc il faut dire que c'est interdit. Voilà. Donc pourquoi pas, hein, on peut y croire, sauf qu'en fait, on s'aperçoit que l'interdiction des drogues en France est totalement inefficace. La France est le pays qui condamne le plus la consommation et le commerce de cannabis, et pour autant, on est les recordman d'Europe de consommation de cannabis. Donc en fait, on s'aperçoit que l'objectif, les gens disent il faut interdire parce que ça permet de diminuer la consommation. En fait, non. En fait, on s'aperçoit que ça ne marche pas parce qu'en fait, nous, on interdit beaucoup. On occupe nos services de police et de justice avec ça. Et en fait, pour autant, on a un record de consommation. Donc, en fait, l'interdiction ne marche pas. C'est inefficace. Voilà. Et donc, en fait, il y a d'innombrables raisons pour dépénaliser les drogues. Donc, en fait, euh, pour les prendre, il y en a de police et même de prison. Donc, il y a beaucoup de places de prison qui sont utilisées pour tout ce qui tourne autour du trafic de drogue ou de la consommation de drogue. Donc en fait, on occupe à longueur de journée des milliers de policiers, de juges, et en plus ça nous coûte très cher en prison, tout ça pour emprisonner des gens qui ont fait du trafic de cannabis ou qui éventuellement ont consommé du cannabis. Bon, la consommation pas trop, mais en prison, mais du moins le deal, oui. Et donc voilà, donc en fait on occupe nos forces de police, de justice, etc. Autour de ça. Ça nous coûte des milliards. Donc c'est pour des milliards pour en fait jouer éternellement au chat et à la souris. En fait, plus on condamne, plus on condamne de gens, plus on fait de répression, plus on fait monter les prix. Et en fait, plus du coup les trafiquants s'en mettent plein les poches, et donc plus ils sont incités à trafiquer. Voilà, donc déjà, le coût astronomique de la lutte contre la drogue, tout ça pour des résultats nuls, puisqu'en fait, on est les records man européens de consommation de cannabis. Donc c'est le premier point, donc le coût. Ensuite, il y a un autre aspect qui est euh, euh, le fait que... je commence à fatiguer un petit peu. Euh, il y a, bon, il y a le fait que ça... Euh, donc, attendez, je vais reprendre ma fiche, parce que dans le programme c'est bien expliqué, parce que je m'y perds un petit peu là. Donc oui, il y a un point très important, c'est en fait le fait qu'aujourd'hui, dans les banlieues, on donne un très mauvais exemple à beaucoup de jeunes, en fait, en permettant en fait qu'il y ait des dealers qui finalement, en fait, en interdisant, on crée un réseau underground illégal de trafic de drogue. Et donc en fait, on se retrouve avec des petits caïds dans les banlieues ou même dans les centres-villes qui s'enrichissent beaucoup et qui sont en fait de très mauvais exemples pour des dizaines ou des centaines de jeunes autour d'eux. En fait, les jeunes, ils se disent bon bah à quoi ça sert que j'aille à l'école puisque en fait il y a quelqu'un à côté de moi là qui fait du trafic de drogue et qui roule en grosse voiture, qui peut se payer tout ce qu'il veut, etc. Donc en fait, voilà, donc on donne un très mauvais exemple aux jeunes
en permettant à des dealers de s'enrichir. Ces dealers qu'en fait on va poursuivre, on fait de longues enquêtes, et puis au bout de 2 ans d'enquête, on les condamne à 6 mois avec sursis. Donc en fait, ça sert à rien, il ressort et puis il continue. Donc voilà, donc ça va pas du tout. Ce très mauvais exemple qu'on donne dans les banlieues, il faut vraiment, ou dans les centres-villes, parce qu'en fait il y a beaucoup de trafic en centre-ville, contrairement à ce qu'on pense, y compris dans les bonnes familles des beaux quartiers. Et voilà, donc voilà, donc ça c'est un point fondamental. Ensuite, l'autre point très important, c'est qu'en fait, alors ce que j'ai pas expliqué, c'est que moi je suis favorable à la dépénalisation de toutes les drogues, pas seulement, le cannabis, tout, la cocaïne, l'héroïne, etc. Je veux que tous les produits stupéfiants soient fabriqués de A à Z, c'est-à-dire depuis le champ de cannabis ou de coca sous serre en France, voilà. Depuis le champ jusqu'au produit fini, je veux que ce soit, enfin je voudrais, ce sera soumis à un référendum, parce que je suis pour la démocratie directe, je voudrais que la production soit intégralement faite par des filières officielles, et la vente aussi évidemment faite par des filières officielles. Et donc ça permet quoi en fait? Ça permet déjà de supprimer tout un tas de réseaux criminels en fait qui sont autour de la production, autour de la distribution, autour de la vente, autour du commerce, autour de la fabrication, etc. Donc de supprimer ces réseaux criminels qui ensuite font du trafic d'armes, du trafic d'êtres humains, etc. Ça permet de faire entrer des recettes fiscales, donc c'est pas négligeable non plus, par milliards. Donc en plus des économies de justice, on voit on génère des recettes fiscales supplémentaires. Donc c'est quand même intéressant. Et ensuite, ça permet, un point très important, ça permet de produire des produits qui sont beaucoup moins dangereux pour les consommateurs. Donc si les gens tiennent vraiment à se droguer, et en fait, ils ont accès à des produits qui ont été produits de manière officielle, légale par des vraies entreprises. Et donc, les produits, en fait, ils sont pas mélangés avec n'importe quoi. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui fume de la résine de cannabis, il a aucune idée de ce qu'il y a dans sa résine de cannabis. Il va fumer quelque chose, un produit en fait qui, si ça se trouve, est très dangereux. Il ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans. Il y a un reportage de M6 très intéressant que vous pourriez retrouver sur les drogues. On s'aperçoit que par exemple, dans beaucoup de festivals de musique où il y a des jeunes, il y a de la consommation d'ecstasy, etc. Ces ecstasy sont produites dans des filières illégales, et en fait, les petits comprimés qui sont distribués, qui ont une petite forme de cœur, etc., voilà, en fait, on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans. Les jeunes, ils consomment ça, ils disent ah oui, c'est de l'ecstasy. Ouais, sauf qu'en fait, non, ils ne savent pas du tout ce qu'ils consomment, parce qu'en fait, ça a été produit on ne sait pas où. Et donc, si ça se trouve, c'est ce qui se passe en fait, la dose de produits actifs, de produits stupéfiants qui est mélangée dans la poudre qui est mélangée au milieu de cette pilule, en fait, les dosages sont n'importe quoi. Donc, en fait, d'une pilule à l'autre, le dosage peut être du simple au triple. Et donc, en fait, quand on consomme ces produits, on ne sait pas ce qu'on consomme. Et donc, il y a des gens qui font des overdoses. En fait, la semaine d'avant, ils ont pris une pilule, ça s'est très bien passé. La semaine d'après, ils prennent la même pilule. Et là, il y a 3 fois la dose dedans. Et donc, en fait, ils meurent d'overdose. Voilà, donc, en fait, je vous incite à voir ce reportage de M6 très instructif, qui est dans Zone Interdite, ou je ne sais plus, où on voit en fait des jeunes qui en fait se retrouvent à consommer des produits dont ils connaissent pas le contenu, et en fait ils se retrouvent avec une température corporelle par exemple de 42 degrés pendant 2 heures, parce qu'en fait souvent ces produits stupéfiants ils font monter la température corporelle, et donc quand vous êtes en overdose, et en fait votre cerveau est à 42 degrés pendant 3-4 heures, en fait vous avez le cerveau complètement grillé, et en fait vous mourrez, et si ça, ou éventuellement vous êtes handicapé à vie, vous ne pouvez plus marcher, vous ne pouvez plus parler, parce qu'en fait le produit vous a totalement grillé le cerveau en raison d'une température corporelle trop élevée. Voilà, donc en fait les produits illégaux sont extrêmement dangereux. Souvent ils sont mélangés avec des produits encore plus addictifs, donc en fait les gens, une fois qu'ils ont commencé, il ne faut plus s'arrêter. Et puis ils peuvent en mourir parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils consomment. Voilà, donc en fait, ensuite, il y a plein d'autres aspects dans la pénalisation des produits. C'est qu'en fait, quand on pénalise les produits sont très chers. Donc par exemple, la cocaïne, ça va être 100 € le gramme. Et donc à 100 € le gramme,
les gens ils se ruinent financièrement. Donc en plus de ruiner leur santé, ce qu'ils ne savent pas ce qu'ils se mettent dans les veines ou ce qu'ils se mettent dans le nez, en fait ils vont dépenser tout leur argent, donc ils vont se détruire la santé, et puis en plus ils vont se ruiner financièrement, ils n'auront plus d'argent. Et donc pour se réinsérer dans la vie après une fois qu'on a fait sa cure des intoxications, c'est compliqué parce qu'en fait quand on a les artères complètement détruites par les produits qu'on a pris et quand en plus on n'a plus d'argent, en fait ça va être compliqué de se réinsérer. Donc voilà, donc en fait il vaut mieux consommer des produits légaux, produits de manière légale, où on sait ce qu'on consomme et on ne se ruine pas financièrement. Et en plus, le jour où on veut se réinsérer, enfin du coup on n'est pas aussi dans un système clandestin de... Voilà, les drogués aujourd'hui ils sont beaucoup dans la clandestinité, donc en fait ils ne sont pas suivis par, socialement, ils sont suivis par personne, ils se cachent, etc. Donc en fait, euh, cette clandestinité est complètement nuisible à leur réinsertion. On n'a pas du tout de suivi des drogués. Donc un autre point très important, c'est qu'en fait, en réduisant les frais de justice, comme je disais, on supprime les frais de police, justice, prison à lutter de manière stérile contre les drogues. Et donc, du coup, on a beaucoup d'argent pour faire de la prévention. Donc, en fait, c'est pas parce qu'on est pour la dépénalisation qu'on est favorable aux drogues. Moi, je suis totalement. Enfin, je vous déconseille vivement de consommer des drogues, quelles qu'elles soient. Et d'ailleurs, j'en consomme pas, j'en ai jamais consommé. Et donc voilà, donc en fait, avec tout cet argent qu'on économise en police, justice, prison, plus les recettes fiscales des gens qui tiennent vraiment à consommer malgré pour pouvoir payer leur dose. Donc voilà. Bon bref, donc j'écrirai un article sur la drogue, il y a encore beaucoup de choses à dire. Voilà, mais je pense qu'il faut arrêter cette lutte stérile qui ne permet pas de faire diminuer la consommation. Et la dépénalisation, de toute manière, c'est démontré partout où elle est mise en place que ça ne crée pas d'augmentation de la consommation, voire même ça la fait diminuer. Donc en fait, si notre objectif c'est d'avoir une diminution de la consommation, en fait, il faut dépénaliser. Et du coup, on aura moins de consommation, puis en plus des gens qui sont plus facilement suivables. Et en plus, on pourra, et puis réinsérables, parce qu'ils ne seront pas ruinés et ils auront une meilleure santé. Voilà, donc bon bref, j'ai fini avec les sujets un petit peu polémiques pour ce dernier sujet, qui est accessoire mais pas tant que ça, parce qu'en fait, on dépense quand même beaucoup d'argent là-dedans. Donc voilà, donc je pense qu'il faut vraiment remettre de la liberté en France à tous les niveaux pour permettre en fait, de responsabiliser les gens et de relancer la France. Voilà. Donc le mot-clé, c'est la liberté. Ayons confiance dans les Français, dans la France, dans les initiatives locales. Voilà. Redescendons la démocratie au plus bas niveau en permanence. Voilà, il faut arrêter de tout diriger par le haut, etc. Et donc, le point central, le numéro un, c'est la réforme des institutions, comme je disais au début, et notamment la réforme du mode de scrutin et la mise en place de la démocratie directe sur le modèle suisse. Voilà. Donc je lis un petit peu les commentaires que vous avez mis. Désolé, je ne les ai pas trop lus pendant le live là. Donc merci, oui, bon, très bien ce que j'ai dit sur la sécurité sociale. Bon, écoutez, je suis content. Le revenu universel, bon, j'en ai pas parlé, mais bon, moi, comme j'ai dit, je suis favorable au chèque éducation, au chèque santé, au chèque. Oui, j'ai pas parlé du logement. Je pourrais en parler. Je suis favorable au chèque logement. Donc chèque éducation, chèque santé, chèque logement. Donc c'est déjà trois chèques importants qui permettent une forte redistribution, qui ne coûtent pas plus cher que ce qu'il y a aujourd'hui, parce qu'en fait aujourd'hui la redistribution elle est faite, mais de manière opaque et du coup très coûteuse. Et donc tout ça, ça peut être complété par un revenu universel. Mais moi, je suis pour un revenu universel qui soit light. Je défends pas un revenu universel à 1000 euros, à 1500 euros, 1000 euros. Voilà. Je pense que le revenu universel, il doit être, une fois qu'on a fait la redistribution sur l'éducation, sur chèque santé, sur chèque logement, en fait, je pense qu'un revenu universel de quelques centaines d'euros, c'est largement suffisant. Voilà. Donc j'ai fait quelques tableaux Excel là-dessus. Bon, je ne vais pas détailler plus.
Mais voilà, je pense que il faut pas les revenus universels à 800 000 euros. Non, pour moi c'est non. C'est un revenu universel réduit. Voilà. Alors, je vais parler rapidement du chèque logement, la réforme du logement. Le logement, c'est très important. C'est un des postes les plus importants pour les Français aujourd'hui. Donc, le logement, en fait, a explosé en France. Le coût du logement a explosé en France depuis 1997. Voilà, 1997, c'était le prix le plus bas et ça n'a pas arrêté d'exploser. Voilà. Donc il y a un gros problème. Donc ce problème, il s'explique. Je l'ai expliqué dans un article que vous pourrez trouver sur Medium, sur ma page Medium de la primaire, là, sur le site de la primaire. Bon, je ne vais pas expliquer pourquoi le logement est si cher, mais je vais expliquer comment on peut faire une politique sociale du logement plus intelligente. Et donc pour ça, moi je suis favorable à ce que j'appelle, et ce que certains appellent, parce que je ne suis pas le seul à en parler, le chèque logement. Donc le chèque logement, ça consiste en quoi? Ça consiste en fait à supprimer le concept de logement social. En fait, il n'existe plus de logements sociaux. Tous les logements sont mis au prix du marché. Donc voilà, voilà, il n'y a plus de logement, il n'y a qu'un seul marché. Les bailleurs sociaux mettent, si je suis bailleur social, je mets mon logement au prix du marché. Je demande le prix du marché, je ne demande pas un loyer plus faible. Et par contre, de l'autre côté, en fait, on introduit ce qu'on appelle un chèque logement, c'est-à-dire qui est globalement inversement proportionnel au salaire, un peu dans l'esprit des APL. Et donc en fait, plus votre salaire est faible, plus vous avez un chèque logement élevé. Voilà. Et donc ça permet quoi en fait? Ça permet en fait de faire en sorte que tous les logements se retrouvent sur un même marché. Voilà, il n'y a plus deux marchés, il n'y a plus le logement social et le logement privé, il n'y a plus que le logement privé. Et donc, du coup, les gens, si je suis pas très fortuné, je reçois un gros chèque logement. Si je suis très fortuné, je reçois 0 de chèque logement. Voilà. Et donc ça permet quoi? Déjà d'une part, ça permet d'arrêter les magouilles. Voilà, parce qu'en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit, quasiment chaque semaine, on apprend qu'il y a tel ou tel homme politique ou telle personne qui gagne 10 000 euros par mois qui habite dans un logement social. Donc les gens sont un peu surpris, ils disent ah bon, comment ça se fait? Donc les gens ne comprennent pas, ils disent donc, donc en fait, du coup, avec le système de chèque logement, quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois, si aujourd'hui il est en logement social, il peut rester dans son logement social. Par contre, en fait, si jamais la réforme du chèque logement est votée par le peuple, par référendum, et en fait, la personne qui gagne 10 000 euros par mois, elle recevra 0 de chèque logement. Voilà. Inversement, quelqu'un qui gagne 1200 euros par mois, et en fait, il y a de fortes chances que cette personne ne soit bizarrement pas en logement social. Et en fait, cette personne, en fait, elle va recevoir un chèque logement relativement conséquent qui lui permet, si elle a envie, de se loger proche de son travail, qui ça se trouve, son travail est dans un quartier un peu cher, dans un centre-ville, par exemple, je sais pas, dans le 15e de Paris, et donc elle a du mal à se loger dans le 15e, et en fait, elle reçoit un chèque logement qui lui permet de se loger dans un quartier un peu huppé de Paris, à proximité de son travail. Voilà. Et donc ça permet de remettre de la responsabilité, de la fluidité dans le marché du logement, et ça permet d'éviter le clientélisme, les magouilles, ça permet d'éviter que des gens qui n'ont rien à faire en logement social y soient, et ça permet aussi, un point très important, ça permet aux gens d'arbitrer, c'est-à-dire que quel que soit votre niveau de revenu, en fait, vous avez votre salaire plus votre chèque logement d'un montant plus ou moins élevé selon votre salaire. Et en fait, avec votre salaire plus votre chèque logement, vous allez pouvoir soit faire le choix d'habiter dans un logement plus grand dans un quartier moins cher, soit dans un logement plus petit dans un quartier plus cher. Et cet arbitrage, tout le monde le fait, qu'on soit riche ou pauvre, ou plus ou moins riche. En fait, cet arbitrage, tout le monde doit le faire. C'est pas normal que quelqu'un qui gagne très peu, puis qu'on lui donne comme ça un logement de 80, sous prétexte que c'est un couple avec 2 enfants, on va lui donner comme ça, offert sur un plateau, un logement de 90 mètres carrés dans le 15e arrondissement de Paris, qui est ou dans le 6e ou dans le 7e, qui sont les quartiers les plus chers de Paris. C'est totalement injuste. Il faut que, quel que soit le niveau de revenu, il faut que les gens fassent un arbitrage. Et donc, voilà, si je suis très aisé,
j'ai zéro de chèque logement, et ben en fait, je vais choisir si je veux être dans un quartier riche ou dans un quartier moins riche. Voilà, selon, et puis ça va affecter la surface de mon logement. Et donc il faut que ce choix-là soit fait par tout le monde. Voilà, donc le chèque logement, c'est très important. Et donc c'est aussi une forme de revenu universel. Et le chèque logement, en fait, il serait financé comment? Il serait financé en regroupant les APL plus les innombrables dispositifs d'aide au logement, directs ou indirects. Il y a les prêts à taux zéro, il y a les aides directes au logement dans tous les coins, départementales, régionales, etc. Voilà, donc voilà, il faut arrêter ce système hyper compliqué. Voilà, il faut juste un chèque logement qui est variable selon les départements. Évidemment, on ne donne pas le même chèque logement à un niveau de salaire donné, à Paris ou en région. Et donc, tout ça, il faut que ce soit décidé localement. Voilà, donc là, il faut toujours pareil, il faut redescendre la démocratie au niveau le plus bas. Voilà, donc, bon, là, cette fois, j'ai fini. Sauf si vous avez vraiment des questions. Non, j'ai l'impression que j'ai pas trop de questions. Enfin bon, vous avez écrit beaucoup de choses, mais je pense avoir pas mal répondu aux questions, donc je pense que je vais m'arrêter là. Voilà, bon, en tout cas, merci d'avoir suivi ce live. Il y a beaucoup de gens qui vont le suivre de manière différée dans les semaines qui viennent, donc c'est bien. Ma vidéo, par exemple, sur le chèque éducation, je crois qu'elle a été vue plus de 1000 fois, ou je sais plus, enfin, peut-être plus, j'ai pas regardé récemment, mais en tout cas, c'est bien de pouvoir parler politique et de donner des idées un peu différentes. Voilà, chaque candidat a des idées différentes. Par contre, il y a un point commun globalement entre tous les candidats, c'est qu'on est quand même globalement tous à peu près 90% des candidats, on est favorable à la mise en place de la démocratie directe. Je dirais que c'est le référendum numéro 1 à mettre en place et après tout ira bien. Voilà, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker ma page Régis André 2017, à lire mon programme que vous verrez sur ma page laprimaire.org Régis André. Voilà, à vous inscrire sur la plateforme laprimaire.org, mettez votre email si vous ne l'avez pas déjà fait pour être averti du vote qui va avoir lieu fin octobre. Voilà, parce qu'aujourd'hui on est 65 000 je crois à peu près à s'être inscrits pour pouvoir voter fin octobre, donc il faut vraiment qu'il y ait encore des dizaines de milliers de personnes qui s'inscrivent d'ici fin octobre et puis d'ici fin décembre où il y aura le dernier vote. Voilà, donc il faut vraiment qu'on rénove notre démocratie, peu importe qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais il faut que les idées circulent, voilà, et donc c'est ce que vont faire les autres candidats pendant les jours qui viennent. Là, chaque jour, il y aura un candidat différent qui va présenter ses idées. Voilà, bon, moi je pense avoir globalement bien parcouru mon programme, même si je suis loin d'avoir tout dit. Voilà, bon, écoutez, bonne soirée à tous. Et puis, vive la liberté et à très bientôt. Allez, bonne soirée. Au revoir.